Alors bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent maintenant donc, pour cette deuxième plénière. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Emmanuelle Gaume et je suis là en qualité d'animatrice, bien sûr, pour cette plénière, mais aussi en qualité d'entrepreneur, puisque j'ai une société depuis 1999. Ce matin, Henri de Castries a fait un discours très très inspirant. Il nous a exhortés à changer le monde de manière positive, avec espoir et créativité. Il a insisté sur le rôle fondamental de l'entrepreneur qui a la tâche, bien sûr, de conduire ses équipes, mais qui doit avant tout, disait-il, observer le monde dans son ensemble et ses mouvements. Le climat, la démographie, les technologies, tout est absolument en train de muter. Nous sommes dans une odyssée, disait-il, une odyssée où nous devons nous réinventer, tout réinventer. N'ayez pas peur, nous, entrepreneurs, sommes souvent les premiers à comprendre ce qui ne marche pas. Donc, au lieu de rester sur la position du râleur, position si typiquement française, mais position intéressante puisqu'elle nous permet, dans le fond, de voir où ça ne va pas, eh bien, disait-il, soyons des reconstructeurs. Et le fait d'être petit, chers amis qui venaient de recevoir un trophée, le fait d'être petit, dit-il, n'est pas un handicap. Les gros sont souvent en admiration devant leur réussite. Il faut muter. Eh bien, tout ça tombe bien, car vous allez le voir, nos invités de cet après-midi sont tous des mutants. Ils vont témoigner dans un instant sur leur expérience et réussite d'entrepreneurs. Et puis ensemble, nous tenterons de répondre à quelques questions. Avons-nous, dans la façon dont nous concevons français et agissons en tant qu'entrepreneurs, des qualités typiquement françaises? Et existe-t-il une intelligence à la française au-delà de notre savoir-faire? Alors, je vous présente maintenant nos invités. Tanguy Bertolus, président du directoire des aéroports de Lyon. Vous allez prendre ce fauteuil, Tanguy. Ou comment un passionné d'aéronautique a fait des aéroports de Lyon un succès qui ouvre les portes du territoire lyonnais au monde entier. Je ne pense que vous ne me contredirez pas sur ce point. Tanguy, vous avez 45 ans, vous avez pris les commandes des aéroports de Lyon en novembre 2017. Aéroport de Lyon a fait un joli bond de plus 25% de croissance en 3 ans et dépassé la barre des 11 millions de passagers. AL fait partie du groupe Vinci, Vinci Airport, qui est le premier opérateur aéroportuaire privé au monde. Vous avez un diplôme d'ingénieur de l'École nationale de l'aviation civile, ce qui me fait penser que l'aéronautique est donc une passion pour vous de toujours. Je vous invite à prendre un petit micro pendant que j'appelle notre deuxième invité, David Layani. David nous rejoint. David vient de fêter ses 40 ans. Il est fondateur et président de OnePoint, un acteur majeur de la transformation digitale dans tous les secteurs d'activité, entreprises et secteur public. OnePoint, c'est aujourd'hui 260 millions de chiffre d'affaires, 2300 salariés, 14 implantations dans le monde. Vous avez commencé à travailler tout jeune, à 18 ans. Vous êtes autodidacte, vous n'avez pas votre bac. David, ou comment un jeune entrepreneur est devenu un acteur majeur de la transformation digitale, une success story à la française très inspirante que vous allez partager avec nous. Alexia Laroche-Joubert est là, et là, Alexia n'est pas là, c'est ça? Alexia Laroche-Joubert va nous rejoindre. En attendant, je vais vous parler un petit peu d'elle, on commencera sans elle. Personnalité incontournable de l'industrie française du divertissement côté télé, bien sûr. Vous la connaissez tous, elle a été la grande patronne d'un show télévisé dont vous n'avez pas pu ignorer l'existence, qui était la Star Academy. Alexia Laroche-Joubert est chef d'entreprise. Elle a créé 2 sociétés de production, ALJ, et elle est présidente aujourd'hui d'Adventure Line Productions, 2 sociétés qui font partie de Banijay Group, qui est le premier producteur de contenu indépendant, encore, au monde, avec un chiffre d'affaires qui fait rêver de près d'1 milliard d'euros. Un groupe créé en janvier 2008 par l'entrepreneur français Stéphane Courby. Un self-made man, lui aussi, qui a commencé sa carrière derrière un Minitel chez Christophe de Chavannes. On verra avec Alexia comment un programme comme Fort Boyard, tellement français, est devenu un programme populaire dans plus de 34 pays dans le monde. Et puis, on verra comment se réinventer dans le monde de la télé. C'est une question de survie. Elle nous racontera tout ça. Léna Jetner. Léna est là, elle nous rejoint. Elle a 29 ans. Léna, profil absolument formidable, ou l'entrepreneuriat au service de ceux qui entreprennent dans l'économie sociale et solidaire.
Elle avait 23 ans seulement quand elle a créé Ronalpia. 6 ans plus tard, l'association compte 150 entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire accompagnés. Elle garde intacte son envie de contribuer à changer le monde. Et en ça, vous rejoignez Monsieur De Castres ce matin, qui a appuyé là-dessus. Et pour rendre évidemment le rendre meilleur et ouvert à tous ceux qui en ont le plus besoin, vous représentez aussi la force et la créativité de ces centaines de milliers de ces milliers d'entreprises sur tout le territoire qui participent à la mutation de notre économie. On en parlera. Thomas Huriez. Thomas, bienvenue. Madame Laroche-Joubert est arrivée. Thomas, et son allure de mannequin. Madame Laroche-Joubert est arrivée, je crois que c'est ici votre place. Ma chère Alexia, je vous ai présenté déjà. Oui, allez-y, allez-y. Voilà Alexia Laroche-Joubert. Et donc Thomas, ou comment, avec un diplôme d'ingénieur, un jour, eh bien, on peut devenir le créateur d'une marque de jeans tendance et responsable. Il est habillé par lui-même et je le trouve beau et chic dans son jean, son sweat et ses baskets créées par son entreprise. Thomas, il faut que vous fassiez admirer vos créations. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Montrez-nous. Regardez, c'est beau. Et c'est d'autant plus beau que c'est 100% français et fabriqué avec des matières 100% recyclées et donc recyclables, j'imagine, mon cher Thomas. Enfin bref, Thomas, avec lui, on parlera d'économie circulaire et de levée de fonds durables. Et enfin, vous le connaissez tous, un millionnaire, c'est Mathieu Vianney. Mathieu nous rejoint. Alors, Mathieu, je suis heureuse de le rencontrer et j'ai hâte, comme vous, qui connaissez peut-être déjà la mère Brasier, d'aller dîner un soir chez lui. Vous m'inviterez ? Oh, merci Mathieu. Mathieu a 47 ans, non, il a 52 ans. Il a 52 ans, il est meilleur ouvrier de France en 2004. Il a racheté la mère Brasier, qui fait partie du patrimoine culturel de Lyon, en 2008. Une maison fondée par une dame incroyable en 1921, Eugénie Brasier. Je vous jure qu'un jour, je ferai un documentaire sur cette femme. Elle a une histoire extraordinaire. Et elle a été surtout la première femme chef au monde à avoir été étoilée en 1933. Vous voyez, Alexia, encore une femme formidable, cette mère Brasier. Hommes politiques, personnalités et amoureux de la gastronomie se succèdent donc chez la mère Brasier depuis près d'un siècle. Le savoir-faire à la française, mon cher Mathieu, en fait, pour vous, c'est presque un jeu d'enfant, non ? Vous allez prendre un petit micro. On est quand même les meilleurs cuisiniers au monde. Je ne sais pas si on est les meilleurs, mais on tend à l'être. On tend à l'être. Alors justement, ce savoir-faire à la française, puisqu'on dit que la cuisine française est une des meilleures du monde, en tout cas elle rayonne dans le monde entier, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Quels sont ces ingrédients qui font qu'elle voyage et elle touche tout le monde à travers la planète ? En fait, la cuisine française, grâce à ses terroirs, ses régions, est en fait une des cuisines les plus riches au monde. Et riche en termes de diversité. C'est ça, diversité. Pas que de gras. De produits. Pas que de crème, pas que de beurre. Pas que de gras et de crème, il y a aussi de l'huile d'olive. En fait, c'est aussi la cuisine la plus codifiée, sûrement, au monde, où vous avez telle recette ou telle recette se fait d'une certaine façon. Et parce que ça, c'est lié aussi à la culture qu'il y a en France depuis des siècles et des siècles. Et grâce à ça, on voit que la cuisine se développe dans le monde entier et qu'il y a des chefs connus, des fois les meilleurs restaurants du monde qui peuvent être en Espagne, au Danemark, en Angleterre. Ils sont tous français ? Mais non. Ah bon ? Par contre, ils ont tous appris la cuisine en France. Ils sont tous venus se former en France. Et donc, nous, on ne doit pas avoir peur de se mettre en avant, parce qu'il y a toujours un peu ce côté où on se flagelle, on s'auto-flagelle. En fait, ces chefs sont devenus les meilleurs, ou sont devenus excellents, parce qu'ils se sont formés en France, mais ils ont aussi un regard sur le monde. Et c'est ça qui les a qui les a mis au-dessus des autres. Et la cuisine française s'est toujours nourrie, de toute façon, des gens qui sont arrivés en France, les migrants, et aussi
de ses conquêtes territoriales, hein, parce que Bien les sûr. armées sont allées un peu partout. Et donc, on ramenait comme ça des saveurs, des produits, des choses comme ça. Ah, vous parliez de l'artichaut, par exemple. Tout le monde pense que l'artichaut, c'est breton, mais en fait, c'est turc. Voilà, il me l'a appris tout à l'heure. C'est l'Empire ottoman qui a ramené l'artichaut jusqu'en Europe occidentale. Voilà. Et de toute façon, les chefs français que l'on trouve à l'international, ben justement, ils se nourrissent aussi de tout ce qu'ils voient à l'étranger. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de regarder ce qui se passe ailleurs. Alors vous travaillez quand même dans une maison qui a des traditions fortes. La mère Brasier, c'était un sacré personnage et sa cuisine, dans le fond, était le reflet de sa personnalité. Quand on est face à, ben voilà, comme ça, un passé aussi fort, comment on s'en empare et comment on le revisite et comment on accède au XXIe siècle avec cette histoire? Ben en fait, s'en emparer, c'était surtout pas essayer de refaire exactement ce qui se faisait, c'était imaginer ce qu'aurait fait cette femme formidable au XXIe siècle. Et j'ai essayé de faire une cuisine et je me suis dit, à chaque fois que je faisais en fait une nouvelle recette, je me suis dit, j'espère qu'en me regardant, la mère Brasier serait fière en fait de ce que je fais. Et je suis arrivé tout doucement, hein. Je me suis mis dans des chaussons, j'ai pas fait de bruit et voilà. Et après, il n'y a que le travail, hein. Moi, je connais qu'une seule chose, hein. Le travail, le travail. Donc, on a une tradition, une ouverture au monde, avec le monde qui est venu à nous, et vous aussi qui allez vers le monde, puisque vous allez cuisiner en dehors de nos frontières également. Oui, parce que je m'occupe d'un restaurant au Japon, je m'occupe d'un restaurant à Dubaï, et en même temps, je voyage pour différentes occasions, aussi bien professionnelles que par plaisir. Mais on se nourrit surtout quand on va à l'étranger, on se nourrit de la cuisine de rue. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est aller manger en fait, la nuit, dans la rue, dans des petites échoppes. Et c'est là où on sent vraiment tous les goûts et tous les arômes. Et un voyage est réussi quand on revient avec une ou deux saveurs, avec en fait, une association qu'on a vue et qu'on essaye, et que j'essaye, moi, de mettre en valeur chez moi, mais avec votre pâte. Ma pâte, avec le fait qu'on est à Lyon, on est en France, et qu'on a aussi des produits merveilleux. Donc voilà. Alors Henri de Castries, ce matin, insistait beaucoup sur les changements, l'observation du monde qui mute, les changements technologiques, le climat, la démographie. En quoi ça impacte votre métier à vous? De toute façon, déjà, rien que par rapport en fait, au sourcing des produits, on achète vraiment à des petits producteurs qui sont autour de nous, au maximum qui sont de la région Rhône-Alpes, ouais. Le plus souvent en bio. On a même monté avec des copains un élevage de bœuf wagyu, parce que 99,5% du bœuf wagyu consommé en France est importé. Ah oui. Donc on s'est dit, on va peut-être essayer d'en faire. Voilà, donc on fait des choses comme ça. On fait aussi des choses avec des producteurs qu'on aide, on leur fait planter certains produits pour nous. C'est ça, quoi. Voilà, et après, il y a aussi le côté écolo, déchets qu'on essaye de gérer. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur ça, parce qu'en fait, à Lyon, on pourrait avoir des composts, on pourrait avoir des choses comme ça, où le restaurant pourrait recycler les matières organiques. Et voilà. Donc vous agissez sur ce terrain-là et vous appelez les politiques et les responsables donc à vous aider à participer à cette mutation. Et on travaille avec aussi un gars qui est extraordinaire, qui travaille dans des caves, ouais. Qui a monté, en fait, il fait pousser des pousses, donc des micro-végétaux. Des champignons. Voilà, et on travaille avec lui, donc il est dans Lyon, il est dans le premier arrondissement, et il nous livre toutes les semaines des petites pousses de céleri, des pousses de coriandre, des pousses comme ça. Et c'est ça aussi, c'est le mec qui, franchement, il fait des miracles dans une cave. C'était votre rêve de gosse de devenir un grand chef? Je ne sais pas si disons que c'était une envie, ça aurait été ou d'être vigneron ou chef, mais en étant chef, j'ai pu avoir une belle cave
et profiter du vin aussi. Donc voilà. David Layani, est-ce que c'était votre rêve de gosse d'être à la tête aujourd'hui d'une magnifique entreprise, un acteur incontournable de la transformation digitale, 2300 salariés, 14 implantations dans le monde, 260 millions de chiffre d'affaires. Est-ce que c'était votre rêve d'être là quand vous étiez enfant? Merci Emmanuel, je suis très ému par la manière dont vous abordez les choses. Mais tous les chefs d'entreprise qui sont ici savent qu'il faut aborder ces questions avec beaucoup d'humilité. Vous avez rappelé le monde dans lequel nous vivons, oui. Toutes les problématiques auxquelles nous devions faire face, le rôle des entrepreneurs qui aspirent à avoir beaucoup plus de liberté, mais en même temps assumer leurs responsabilités parce que c'est avec toute leur dynamique et leurs énergies qu'ils doivent apporter des solutions pour surmonter ces problématiques. C'est le quotidien des entrepreneurs et vous avez rappelé ces grands enjeux qui sont climatiques, démographiques, technologiques et je rajouterais même idéologiques parce qu'on est dans un monde où on a accès à peu près tout et en même temps on a peur parce que ça va très vite. Et les entreprises dans ce contexte doivent complètement se réinventer. Est-ce que vous saviez quand vous avez démarré, quand vous avez eu l'idée de créer OnePoint, que ces enjeux de transformation, vous les avez sentis tout de suite? En fait, c'était quand? C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans et notre raison d'être, la manière dont on l'a définie, c'est Design a New World. C'est cette volonté de contribuer à dessiner un nouveau monde. Et on contribue à repenser des hôpitaux, des gares, des villes entières, connecter les gens les uns avec les autres, repenser complètement des modèles économiques d'entreprise, de nouvelles infrastructures, de nouveaux lieux, la capacité à développer des produits et services de façon extrêmement rapide pour les mettre en marché. Et surtout, à s'organiser et à se repenser complètement différemment pour faire vivre tout le potentiel des compétences qu'elles ont à leur disposition dans un monde qui va vite et dans lequel il faut doter son principal actif, c'est-à-dire ses collaboratrices et ses collaborateurs, de tous les outils nécessaires pour appréhender le monde de demain. Et tous ces outils, c'est la connaissance, c'est l'employabilité. Alors justement, chez vous, chez OnePoint, vous avez complètement remplacé les échelons hiérarchiques tels que moi j'ai pu les connaître il y a 20 ans, quand je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Parlez-nous un petit peu de ça. Comment elles ont été remplacées? Comment vous avez déconstruit, pour ne pas dire cassé, mais déconstruit tout ça? Parce que vous l'avez pensé évidemment avec votre volonté de jeune chef d'entreprise à un moment où le monde mutait. Donc racontez-nous. L'entreprise s'est construite sur la base de son ADN et ses valeurs entrepreneuriales. Et quand elle a grandi, il a fallu concevoir à l'échelle, ce qui faisait que nous réussissions un peu plus petits, dans un monde où je ne supporte pas opposer les petites entreprises et les grandes. On a besoin de toutes les entreprises et vous savez quoi? On a même besoin que les petites rêvent d'être des grandes. Et ne pas les opposer en voulant toujours leur ramener à ce qui fait qu'elles ont de bon en restant petites. Voilà. Vous pouvez applaudir. Et donc, j'ai simplement essayé d'organiser l'entreprise et de créer la dose de verticalité qui me semblait nécessaire. Rester dans une vision simple de l'entreprise. L'entreprise, elle doit être incarnée. Elle doit être incarnée par un leader qui porte le projet d'entreprise, qui est capable de donner une direction, de fédérer toutes les énergies et les talents pour contribuer à aller vers des objectifs déterminés en commun. Mais toutes les sociétés dont le seul fondement est l'acquisition de statuts par le territoire ou le nombre de personnes qu'on gère, créent des freins dans l'entreprise. Parce qu'elles créent des rentes statutaires, qu'elles créent de l'enfermement dans l'entreprise, la volonté de préserver des schémas établis. Or, on n'a besoin que d'ouverture. On a besoin que les salariés des entreprises développent leurs compétences. Et on développe les compétences dans une entreprise parce qu'on est ouvert, parce qu'on est mobile, parce qu'on bouge. C'est l'entreprise en mouvement. Comment voulez-vous que dans ce monde qui bouge, on puisse rester sur des situations établies dans ces entreprises qui s'enferment et qui créent des politiques de rente statutaire? Donc voilà pourquoi on a diminué la portée du statut en préservant une dose de verticalité nécessaire, c'est-à-dire 3 niveaux hiérarchiques dans l'entreprise, et que le corollaire de tout ça, c'est d'avoir créé une filière d'expertise qui est un autre ascenseur social dans l'entreprise, qui permet à chacune et chacun, tout en développant son expertise, d'être reconnu dans l'entreprise avec un salaire, un variable, une voiture, etc. Donc créer d'autres chemins sans compromettre ses compétences pour essayer de répondre à des codes qui n'ont aucune autre finalité que le statut qu'on peut conquérir. Donc ça fonctionne par association de compétences. Pardon ? Ça fonctionne par association de compétences. Alors, nous,
on permet à chacune et chacun dans l'entreprise de développer ses compétences et celles pour lesquelles elle a été embauchée, mais on donne 4 compétences supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va former 2300 personnes sur le design, parce qu'on estime qu'il est extrêmement important, parce que la spécificité française et sa force, c'est d'être capable de mettre de l'émotion dans du rationnel et d'utiliser le design comme point de départ pour l'expérience, comme méthode et aussi comme finalité pour construire du beau et du bon. La data, parce que tout le monde a compris qu'il fallait être capable d'utiliser des grandes masses de données, de faire des corrélations et des prédictions, et on veut donner cette capacité à tout le monde dans l'entreprise avec des outils très simples pour que chacun puisse traiter des volumes de données, et aussi la cybersécurité, parce que c'est très important. Dans ce monde dans lequel il faut aller très vite, on crée des vulnérabilités, et il faut être capable aussi de se protéger, parce que l'idée, c'est pas de mourir guéri. Et évidemment, le dernier point, c'est tout ce qui a trait aux soft skills, parce que dans ce monde dont les algorithmes vont traiter plein de sujets, il y a une immense place pour les cœurs, et il faut être capable de développer dans l'entreprise l'altruisme, l'empathie, la créativité. Alors là, vous avez juste à côté de vous, à votre gauche, Léna Jetner, qui ne risque pas de vous contredire sur ce point. Léa, vous avez 29 ans, donc vous avez créé une association qui s'appelle Ronalpia, et qui est un incubateur pour la création d'entreprises. Elle représente de très très nombreuses petites entreprises en France et dans la région, puisque vous travaillez spécifiquement sur la région. Vous l'avez créée à l'âge de 22 ans. Alors, on est encore une génération après celle de David, dans la façon de concevoir. Oui ? Oui, presque, oui. Oui, il y a une petite génération entre vous dans la façon de concevoir ce monde de l'entreprise. Qu'est-ce que vous retenez du discours de David ? Qu'est-ce qui vous a intéressé et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en contradiction ? Allez, c'est à vous, Léna. Alexia, vous pouvez prendre votre micro aussi et participer au débat. Est-ce que j'ai envie de mettre en contradiction ? Je ne sais pas ce qui est... Mais on va commencer par les points qui vous réunissent. Oui, je pense sur les points qui nous réunissent, il y a évidemment cette logique de repenser les rôles dans la société. Ce que moi, je peux opposer aussi à ce que tu viens de dire, c'est la pertinence des modèles entrepreneuriaux émergents. Small is beautiful, quand même. Et il y a beaucoup de petites entreprises, notamment dans le champ de l'économie sociale et solidaire, qui ont vocation, en tout cas sur les premières années, à faire de l'intelligence territoriale, à faire de l'intelligence entre des parties prenantes différentes et à agir dans la complexité. Et pour agir dans la complexité et pour répondre à des grands enjeux de société, comme l'enjeu de la mobilité des personnes à mobilité réduite, comme la question de l'insertion, comme la question du système carcéral, il faut commencer petit à tisser un acteur après l'autre, les embarquer, aller vers de la coopération pour monter une solution et ensuite pouvoir la dupliquer et l'essaimer. Mais je pense que ça dépend évidemment des modèles et des secteurs sur lesquels on se... Vous savez que vous avez un point en commun. Vous avez tous les deux travaillé directement pour David et plus indirectement pour Léna sur la question du travail d'intérêt général. Léna ? Oui, il y a 6 ans, quand on a commencé du coup, la première promotion d'entrepreneurs sociaux qu'on a accompagné dans cet incubateur qui s'appelle Ronalpia, on a vu débarquer 2 centraliens, tout jeunes diplômés, qui nous ont dit nous, on veut trouver des alternatives à la prison. Et l'alternative à la prison, en fait, elle existe en France. Ça s'appelle le travail d'intérêt général. Et notre objectif, c'est qu'un jour, ce travail d'intérêt général devienne un service public. On les a un peu pris pour des fous. On s'est dit que c'était un travail vraiment dense et complexe. Et en même temps, on s'est dit que c'était notre métier de les accompagner sur cette problématique de société. Comment est-ce qu'on accompagne un système fragile aujourd'hui en France, qui est le système carcéral, à trouver des alternatives, à trouver des innovations et à se déployer. Et du coup, ils ont fait pendant 5 ans de la R&D. Et puis un jour, ils ont croisé le chemin, ils ont croisé ton chemin, je crois. Et donc, on ne sait pas quel est la poule et l'œuf dans ce projet, mais toi, tu as repris la main après sur ce sujet. David ? Je n'ai pas exactement repris la main. Le gouvernement m'avait confié une mission qui me sortait complètement de ma zone de confort il y a 1 an, en me demandant de réfléchir comment développer des peines alternatives pour en faire des peines principales, pour que des sanctions soient appliquées pour les petits délits et en même temps qu'on ne se retrouve pas en prison pour des petits délits. Donc essayer de développer le travail d'intérêt général qui a démontré son efficacité, notamment en matière de réduction de la récidive, qui est la principale vocation ou raison d'être de la peine, c'est-à-dire de protéger la société en empêchant la récidive. La peine, elle doit sanctionner, mais elle doit viser à protéger la société. Alors, oui. Pour vous, David, entrepreneur, c'est fondamental d'être aussi acteur
de la société en mouvement? Parce que ça dépasse un peu votre rôle. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il dépasse votre rôle ou que ça fait partie de votre rôle d'entrepreneur? Je pense que ça fait partie intégrante même de l'objet social d'une entreprise, tel qu'il sera de toute façon redéfini. Parce que dans cette guerre aussi des talents, on a besoin de donner du sens dans l'entreprise et c'est sa vocation. Et pour porter toutes les énergies, il faut avoir des sujets qui dépassent les frontières de l'entreprise. Et je pense que c'est en plus mon rôle en tant qu'entrepreneur, puisque cette mission que j'ai réalisée, je l'ai réalisée à titre personnel, en plus de ma mission de chef d'entreprise. Et donc oui, j'ai considéré pleinement que je pouvais encore rendre à la société ce qu'elle avait pu me donner sur les dernières années. Chef d'entreprise, c'est mon métier. Vous dites c'est aussi le métier d'Alexia Laroche-Joubert, qui est là, qui va prendre un micro. Alors c'est vrai, Alexia, qu'on n'associe pas forcément la télévision au monde de l'industrie. Et pourtant, oui, la télévision fait partie du monde de l'industrie, du divertissement. Alexia, je le rappelle en quelques mots, vous avez créé 2 sociétés et on reparlera avec Léna. Vous êtes 2 femmes là sur le plateau. On n'est pas encore vraiment en majorité dans ces salles quand on parle du monde de l'entreprise. Léna nous dira tout à l'heure que, par exemple, dans le monde dans lequel elle évolue, il y a 45% de femmes qui s'investissent dans des entreprises qui ont une conscience sociale, on va dire. Vous faites partie des rares femmes qui dirigeaient des grandes entreprises en télévision, Alexia Laroche-Joubert. Vous êtes patronne donc d'ALJ et de Adventure Line Productions, 2 sociétés qui font partie d'un grand groupe français, grand groupe français, Banijay, qui est dirigé d'ailleurs par un chef d'entreprise français, Stéphane Courby. Alexia, vous êtes à la tête aujourd'hui d'un programme qui cartonne dans le monde entier, c'est Fort Boyard. C'est vraiment la grande success story de la télévision française. Quels sont les ingrédients de cette émission et qu'est-ce qui fait qu'elle est vendue dans le monde entier? Alors c'est une jolie histoire parce qu'il y a 2 jours j'étais à Cannes pour le Midem et on a reçu un prix comme la plus belle exportation d'œuvres françaises à l'international puisqu'on a été diffusé dans 34 pays et que je produis en l'occurrence les versions internationales sur le fort donc en Charente-Maritime. Je pense que ça tient beaucoup, il y a 2 éléments dans la télé qui font de notre industrie qui est au final une petite industrie, même si elle fait beaucoup parler d'elle. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'IP, c'est-à-dire détenir des formats, c'est-à-dire des concepts, et puis les talents. Ça, je pense qu'il n'y a pas un entrepreneur qui travaille sans talent. C'est vrai que l'originalité de Fort Boyard, c'est qu'on a su renouveler à travers les compétences des uns et des autres tout l'univers fantasmatique de ce fort. Et c'est un peu comme avec un autre programme que je produis qui s'appelle Koh-Lanta, c'est-à-dire il faut rajouter constamment des petites touches sans trop toucher à un autre jargon qu'on appelle le format de pilar, c'est-à-dire à ce qui crée l'attachement du public avec un programme. Donc c'est des toutes petites touches finement, année après année, qui permettent de renouveler le genre sans le perturber. Sinon on casse le lien avec le téléspectateur. Est-ce qu'il y a une caractéristique propre du programme français ? Alors on est très bon, nous, et on est très reconnus dans notre production value. Il faut dire que beaucoup de pays étrangers essaient de vendre leur format en France parce qu'on apporte toujours une touche d'élégance, je pourrais dire ça comme ça. Alors certains diront que tous les programmes ne sont pas élégants, mais il s'avère qu'on sait très bien produire et qu'en général, quand vous êtes produit en France, le programme prend de la valeur. Donc ça, c'est quand les formats étrangers arrivent en France. Et puis il y a l'histoire qu'on aime raconter, comme celle de Fort Boyard, c'est-à-dire quand les formats français passent la frontière de l'Hexagone. Alors ça, c'est vrai que c'est plus rare. Néanmoins, il y en a quelques-uns. Et l'avantage, c'est qu'il y a une vraie créativité qui est en train de s'installer en France. On nous a souvent reproché de ne pas être créatif en France. Et en fin de compte, c'est une erreur d'interprétation. C'est qu'on avait un marché qui était très particulier dans le monde français, avec une chaîne, entre autres, qui s'appelle par exemple TF1, qui avait le record d'audience pan-européen. Et donc automatiquement, c'est compliqué pour une chaîne qui faisait à l'époque 40% de part de marché de se mettre en risque sur une création. Il s'avère qu'entre-temps, ça a été un peu redistribué, les cartes ont été redistribuées, et il y a plus de prise de risque, il y a moins de formats aussi internationaux qui apparaissent à l'étranger. Donc on a le champ, nous, créateurs, pour mettre notre patte et mettre des programmes à l'antenne. Donc là, j'ai par exemple eu un programme sur TF1 qui a fait 6 numéros, qui s'appelle L'Aventure Robinson. C'était une des premières fois qu'il y avait une grosse création sur l'antenne de TF1 en prime time.
Alors Alexia, chef d'entreprise, on oublie aussi, c'est vrai que derrière les programmes, il y a des équipes de parfois centaines de personnes. Est-ce que vous vous sentez une âme d'entrepreneur au même titre que toutes les personnalités qui sont autour de vous? Alors moi j'ai une carrière un peu paradoxale, c'est-à-dire que si on reprend des articles, quand je m'exprimais un peu dans la presse il y a 10 ans, je disais toujours je veux surtout pas être chef d'entreprise. Il s'avère que j'ai été prise à mon propre piège et que je l'ai été, et que j'ai monté une start-up qui a été très difficile parce que pendant 3 ans j'ai perdu de l'argent pour en faire en fin de compte une très belle société maintenant. Et puis après j'ai repris une société plus ancienne et j'ai dû travailler à son nouveau souffle, ce qui est un autre exercice. Vous avez dû la faire muter. Oui, exactement. Et c'est même intéressant de prendre comme ça une sorte de mastodonte et de lui redonner l'énergie. Et je pense que c'était ma culture de start-up. Après, moi, je ne suis pas du tout aussi conceptuelle que mes camarades. Moi, je suis une organique. C'est-à-dire que ma carrière a été fondée sur l'envie, la prise de risque et l'anticonformisme. Et donc, je suis plus viscérale comme chef d'entreprise. Après, il s'avère que... je me rappelle quand... Ça fait vrai, quand je suis devenue présidente de ma première société il y a 10 ans, j'ai demandé à mon patron, mais ça veut dire quoi être présidente? Il m'a dit lis le code pénal. Il s'avère que j'ai rajouté le code du travail, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'aime là-dedans, c'est que nous on part d'une feuille blanche comme tous les entrepreneurs, et puis à un moment on le voit en plus nous à l'écran et on le partage avec... par exemple pour Koh Lanta avec des millions de gens, et ça c'est une expérience et une satisfaction énorme. Ouais. Mais Thomas Bertulus, vous aussi, vous êtes président. Donc, Thomas, vous savez ce que c'est que... Tanguy, pardon. Mais j'ai décidé de vous appeler Thomas depuis hier, hein, je m'excuse. Tanguy, vous êtes président, donc vous savez ce que c'est que la fonction d'un président, président du directoire des aéroports de Lyon. Et vous aussi, vous touchez des millions de gens, d'une certaine manière, hein, comme Alexia, puisque aujourd'hui, les aéroports de Lyon ont dépassé la barre des 11 millions de passagers. D'abord, un petit point. Alors, Alexia disait, je suis une chef d'entreprise... organique, mais dans le fond, elle est très proche de David Layani, qui a simplement après posé des concepts sur tout ce qu'il ressentait, mais c'est la même fibre qui vous anime, la passion de votre métier, votre envie de développer, votre envie de faire travailler les gens autour de vous. Tanguy, un petit mot sur ce que vous venez d'entendre avant qu'on enchaîne avec l'activité des aéroports de Lyon, dont vous avez fait un véritable succès, enfin, qui marchait très bien, mais qui évolue très franchement depuis que vous êtes à sa tête. C'est passionnant, on voit un mélange de personnalités, de personnages forts qui montrent que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de l'humain, je pense. C'est avant tout l'envie de faire partager à des équipes, aussi petites ou grandes soient-elles. Et là, je rejoins le fait que grand ou petit, ça a au final peu d'importance. Pour tenter une aventure, pour se donner des challenges, pour les partager et pour avancer. Donc moi j'ai la chance de faire partie d'un très grand groupe qui s'appelle Vinci, qui est dans plus d'une centaine de pays, qui emploie plus de 200 000 personnes. Mais qui a c'est le premier opérateur aéroporteur privé au monde. Et alors justement, je me posais la question là, puisque Banijay c'est pareil, hein, c'est le premier c'est le premier producteur indépendant et français. Est-ce que l'indépendance, dans le fond, c'est pas aussi un peu une caractéristique bien française, cette envie d'être indépendant, cette envie de porter des projets qui nous appartiennent, qui nous ressemblent, qui peuvent nous faire rayonner et qu'on peut partager à l'international? Qu'est-ce que vous en pensez, Tanguy? Je vous pose les questions graves à vous uniquement. Oui, je vois ça. Hein. Mais je vais partager le micro, évidemment. Non, enfin, ce qu'on voit, enfin, dans mon expérience chez Vinci Airports, vous le rappeliez, premier opérateur privé aéroportuaire au monde, était il y a une dizaine d'années un petit réseau de petits aéroports français, Grenoble, Chambéry, Rennes, et sur la base de quelques personnes qui ont cru au modèle et à l'envie de rayonner, a créé ce groupe qui aujourd'hui voit passer dans ces aéroports 46 aéroports dans le monde, 240 millions de passagers, donc est devenu quelque chose de très intéressant. Et je pense que l'envie première, c'est l'envie de s'intégrer dans des nouveaux territoires. Quand on va au Chili, au Japon, au Cambodge, en République dominicaine, on n'y va pas avec notre modèle en disant on a raison, vous allez voir ce qu'on va vous montrer, on va tout changer chez vous. On va voir, on s'intègre dans un territoire. Un aéroport, c'est avant tout un outil de développement du territoire. On s'intègre dans un territoire,
on écoute, on apprend des gens qu'on rencontre, on apprend des politiques locaux et on s'intègre. Et on apporte avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est une caractéristique absolument fondamentale. On apporte avec beaucoup d'humilité ce qu'on sait faire et on apprend autant qu'on apporte. Donc ça, c'est la clé, je pense, de ce qu'on sait faire. En quelques mots, les grandes innovations de ces dernières années pour vous aux aéroports de Lyon, moi je les connais, hein, mais c'est à vous d'en parler. Déjà, l'innovation, c'est fondamental quand on est, encore une fois, un leader mondial. On est obligé d'inventer la tendance de demain, on ne peut pas se laisser porter. Et donc l'innovation, c'est à la fois notre obligation de donner à nos clients la vision aujourd'hui de ce que sera l'aéroport demain, et à la fois donner à nos salariés, à nos équipes, l'envie et le besoin de créer de nouvelles choses. Donc Aéroport de Lyon, on a la chance d'avoir des équipes extrêmement férues et qui aiment innover. Et donc, un exemple qui est, je pense, un très bon exemple de ce qu'on sait faire à Lyon, c'est le robot voiturier. RoboStan. Le RoboStan. Donc, c'est un partenariat avec une start-up qui s'appelle Stanley Robotics. Une start-up française. Start-up absolument française, qui vient de l'industrie automobile et qui s'est dit, je vais, au lieu de laisser les gens garer leur voiture, c'est quand même pas une tâche extrêmement agréable, on va les transformer on va le faire par un robot. Donc on gagne en service client, hein, au lieu de tourner dans les parkings, c'est le robot qui prend directement la voiture et la rend au même endroit. On gagne en économie, hein, c'est un modèle économique qui fonctionne bien. On gagne sur les sujets de développement durable, puisqu'on arrête de tartiner de l'asphalte sur tout l'aéroport et on gagne 50% de capacité à surface équivalente. Et puis on gagne en émissions de gaz à effet de serre, puisque les voitures arrêtent de tourner dans les parkings pour trouver une place. Donc tout ça, c'est un modèle d'innovation qui remplit différents objectifs qui sont clés pour nous, le développement, le service client et le développement durable. Justement, vous êtes un amoureux de la région, hein, vous aimez skier, vous aimez la montagne, vous aimez donc l'environnement. Votre vision à vous du développement des aéroports de Lyon, une vision durable, c'est vrai quand on pense aux avions, au fait que vous allez aujourd'hui vous rayonner dans le monde entier, 27 nouvelles lignes en 2018, autour de 33% de low cost, EasyJet qui a fêté ses 10 ans hein, sur la base de Lyon, l'aviation d'affaires, hop, plus 20% de chiffre d'affaires, le fret 60 000 tonnes de fret avec une tendance à la hausse, des liaisons vers l'international. Et vous qui travaillez pour en obtenir plus, pour permettre vraiment aux passagers de la région de pouvoir voyager dans le monde entier, comment on fait pour avoir une vision durable et participer à ce mouvement-là quand on est à la tête d'un grand aéroport comme celui de Lyon? C'est un sujet clé, bien sûr. Je l'ai dit, l'aéroport, c'est avant tout un outil de développement du territoire. Et quand on dit développement du territoire, on apporte du tourisme, on apporte de l'économie, on apporte de la valeur, mais on apporte aussi des nuisances. Et on en est absolument conscient, on ne se voile pas la face. Et on travaille sur ces nuisances. Donc il faut juste rappeler que le transport aérien, c'est entre 2 et 3% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas du tout un acteur majeur de ces émissions, mais de fait, on a tous notre responsabilité dans les problématiques climatiques qui nous regardent tous. Donc il faut qu'on joue notre rôle. Et jouer notre rôle au sein d'un aéroport, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer des nouveaux projets qui permettent dans le domaine du photovoltaïque, dans le domaine, on a parlé de l'innovation, de réduire au maximum nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire compenser les émissions résiduelles. Donc l'aéroport de Lyon est neutre en carbone, c'est-à-dire qu'on a été le deuxième aéroport français dans un programme mondial qui a permis de réduire les émissions et de les neutraliser, de les compenser. Et donc c'est de trouver cet équilibre entre un développement nécessaire, puisque c'est ce qu'attend le territoire, et la réduction des nuisances, qu'elles soient bruit ou émissions de gaz à effet de serre. C'est un équilibre complexe, mais on le fait toujours en parallèle. On ne parle jamais de développement sans faire attention et sans réduire les impacts de ce développement. Merci Tanguy. On va passer, alors vous qui êtes vraiment au cœur d'une grande entreprise, Vinci Airports, on va passer à un chef d'entreprise qui s'est inventé son métier de chef d'entreprise. C'est Thomas Huriez. Donc Thomas, vous étiez informaticien. C'est ça, repenti. Et vous aviez une charmante grand-maman qui avait une maison dans la région à Renan. C'est ça, à Romans.
Et cette maison, elle s'est retrouvée un jour devant Parc Avenue. Alors pour les gens qui habitent la région, vous savez ce que c'est, hein, c'est des grands magasins qui vendent du textile, de la fringue. Et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cette maison? Mon métier d'ingénieur me plaît plus tellement. Qu'est-ce que je pourrais fabriquer à partir de ça, cette maison et mon avenir? Et vous avez eu l'idée donc de créer votre entreprise. Racontez-nous. C'est ça, oui. Ça a commencé par de l'ennui et des échanges assez pauvres avec mon ordinateur quand j'étais informaticien. Et la volonté d'avoir du sens dans mon boulot. On travaille tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans. Et ce temps-là, je ne concevais pas de le mettre à profit de l'ennui ou de choses qui ne faisaient pas sens pour moi. Donc je voulais habiter Romans pour ne pas qu'on vende la maison de mes grands-parents. J'y ai construit un magasin d'abord de vêtements éthiques parce qu'il était en face de Parc Avenue et que la synthèse de cette offre de vêtements de mode et du sens que je cherchais, ça m'a fait vendre quelques bonnets péruviens, je le confesse. J'ai arrêté depuis, comme l'informatique. J'ai arrêté parce que les marques que je distribuais ont fermé. Ces marques éthiques qui étaient aussi ethniques ont fermé en 2010-2011 quand je commençais à maîtriser mon métier de commerçant. Et donc j'ai saisi l'opportunité, pour pas tomber avec les marques que je distribuais, comme je commençais à maîtriser ce métier de commerçant, j'ai décidé de créer ma propre offre en créant une marque de jeans et de baskets made in France, éco-conçue, qui s'appelle 1083. À 1083, c'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone, de Menton au sud-est à Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Donc c'est pas juste un coup de folie, hein, c'est qu'il ne veut pas vendre au-delà de ces 1083 km. C'est ça, mon concept c'est de fabriquer des jeans et de baskets à moins de 1083 km de mes clients. Parce que si j'apprécie manger chinois et manger du chocolat, finalement il y a plein de produits qui font le tour du monde sans forcément beaucoup de valeur ajoutée. Et un jean, en réalité, c'est en partie français avec le denim, qui vient de la ville de Nîmes, en partie américain, en partie italien, en partie japonais. Bref, il y a plein de monde qui est légitime pour le faire. Et on regrette tous d'acheter en France des jeans chinois. Je me suis toujours dit à quoi bon faire l'inverse. Donc mon idée, c'est plutôt de construire une filière forte, ce qu'on est en train de faire sur la France, et ensuite d'exporter non pas les produits, mais d'exporter le concept en redéveloppant d'autres filières locales. Du coup, vous fabriquez uniquement en France, donc à Romans? À Romans, Bobigny, dans les Vosges, on a plein de partenaires un peu partout en France. Marseille, vous m'avez dit? Oui. Et vous tissez dans la Loire et les Vosges. Alors évidemment, quand on dit ça, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de petit retour en arrière, là? Quelque sur part, la façon oui. de penser les fringues et la commercialisation des vêtements, tout ça. Mais... Oui, si on parle du modèle économique, par exemple, donc à Romans, on a plein de grandes entreprises qui étaient des champions de la chaussure, notamment Charles Jourdan. Et Charles Jourdan, en fait, quand on s'intéresse à son modèle économique au moment où Romans grandit, pendant les 30 Glorieuses, le modèle économique de la fabrication française est assez simple. Ce sont des types qui ont créé des ateliers. Ces types-là, ils ont donné leur nom à leur marque. Donc en fait, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de marque. C'est je suis Charles Jourdan, je veux créer un atelier, j'appelle ma marque Charles Jourdan. Et je vends à un seul interlocuteur, le commerçant, qui vend au consommateur final. Donc il y a trois acteurs pour que ça marche. Le fabricant qui est la marque, le détaillant et le consommateur. Et pour que ce modèle économique fonctionne, il y a un coefficient de 1 pour 3 entre le prix de revient et le prix de vente au consommateur. Donc ça veut dire que quelque chose qui coûte 10 à fabriquer, on le vend 30 au consommateur. Et puis à partir des années 70-80, ces entreprises ont été cédées, puisque ça correspond à une génération après-guerre, donc les fondateurs ont généralement transmis, avec des logiques un peu plus gestionnaires, un peu plus court-termistes, où la dimension patrimoniale long terme a un peu disparu, avec une logique beaucoup plus financière, ou exclusivement financière plutôt. Et du coup, on a commencé à se délester de la fabrication pour pas s'emmerder en quelque sorte. Et du coup, la marque est devenue un intermédiaire entre le fabricant et le distributeur. Et donc, les marges et les coefficients de distribution ont commencé à exploser jusqu'à atteindre 1 pour 10. Donc, il était 3 fois plus cher de distribuer un vêtement en 2000 par rapport à 1980, parce qu'on est passé d'un x3 à un x10. Et nous, on est revenu à ce x3, non pas parce qu'on a pris le modèle économique de nos aînés, mais on a pris le modèle économique de nos contemporains. Et nos contemporains, quand on est commerçant, c'est des Decathlon, c'est des H&M qui ont distribué des chaussures Adidas peut-être, et qui se sont dit, mais mince, j'ai 100 magasins, j'achète les baskets Adidas 30 € alors qu'ils les font fabriquer pour 10 € au Bangladesh. Si je les achetais directement au Bangladesh pour les vendre en circuit court, pas en kilomètres évidemment, mais en nombre d'intermédiaires, et on a retrouvé des coefs 3. Et donc moi, ma démarche en 2013, c'était simplement d'appliquer le modèle économique d'H&M et Decathlon sur le Made in France pour retrouver de la compétitivité. Et alors, la vraie question, c'est est-ce que ça marche ? Oui, ça fait 6 ans qu'on existe, on a tout le temps été rentable.
On est passé de 200 000 € de chiffre d'affaires à 8 millions en 6 ans. On a créé 150 emplois juste parce que des hommes et des femmes ont acheté des jeans 1083 à 100 balles au lieu d'acheter des jeans Levi's. Et vous faisiez un petit parallèle tout à l'heure entre la part de femmes qu'il y a dans cette assistance par rapport à la vraie vie. Je dois dire que je suis assez déçu de constater que c'est la même chose avec les jeans. Normalement, il y a plein de jeans dans le monde, dans la vie de tous les jours. Mais là, il y a beaucoup plus de costumes que de jeans. Mais j'ai pas doute que dans le civil, c'était le pour qu'on week-end, voit. vous portiez des jeans. C'était uniquement pour qu'on voit le vôtre, qui est sublime. C'est un beau jean brut, il est absolument magnifique, je suis fan. C'est important quand on veut les vendre que les gens veulent les acheter. Dans un instant, on va parler ensemble de... Alors levez-vous à nouveau et montrez-nous cette magnifique... Il est normal. Hein. C'est beau, voilà. C'est chic. C'est juste un point important quand même. Sur 89 € que vous dépensez en achetant ce jean, il y en a 87 qui règlent l'économie locale. Les 2 € qui manquent, c'est le coton qui ne pousse pas encore en France. Mais c'est notre prochain sujet, ça. Alors, on parlera dans un instant de levée de fonds durable avec vous, parce que vous m'avez expliqué ça, que j'ai trouvé ça absolument passionnant. Juste avant, Léna, alors vous avez écouté tout le monde maintenant, vous avez pris la parole tout à l'heure. C'est vrai que vous avez un rapport à l'entreprise qui est un rapport très personnel, qui date de toujours, en fait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez eu envie un peu de révolutionner et de casser un peu ce que vous voyez autour de vous. Alors d'abord, qu'est-ce que vous constatiez et qu'est-ce que vous avez envie de changer et comment vous allez le faire ? Oui, c'est à peu près ça. En tout cas, c'est de se dire que le modèle de l'entreprise, il peut aussi être vertueux. En tout cas, il peut aussi être au service des besoins sociaux prioritaires d'un territoire, d'un système ou de personnes. Et donc, j'étais une jeune femme et je suis toujours très engagée, très militante. Et face aux grands défis de société qu'on voit tous et que vous avez rappelé en introduction, on se rend compte qu'en fait, on ne va pas y arriver seul, que personne ne va y arriver seul. Et que par contre, il y a des énergies entrepreneuriales, il y a des femmes et des hommes qui décident à un moment de se dire, eh ben moi, le sujet de la mobilité des personnes en fauteuil roulant, c'est mon sujet, je décide d'y investir 4 ans de ma vie et de monter un projet associatif, un statut commercial, quel que soit le statut, pour décider d'apporter un bout de solution à cet enjeu de société. Et en fait, ces individus, ces femmes et ces hommes, ils sont hyper nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, il y a vraiment une vague mondiale, enfin vraiment internationale. Avec le vieillissement des populations aussi ? Avec le vieillissement des populations, bien évidemment, avec le changement climatique, enfin je ne vais pas me faire refaire Cassandre, le discours de... Mais, voilà, en tout cas, l'idée c'est de se dire c'est qu'il y a aussi des innovations et que l'innovation, elle n'est pas uniquement technologique, elle peut aussi être sociale. Et cette innovation sociale, il faut la soutenir, il faut l'encourager. Il faut d'une part l'accompagner, donc lui offrir les mêmes incubateurs, les mêmes accélérateurs qu'il y a pour la tech, et il faut aussi la financer et donc développer de plus en plus de fonds d'investissement qu'on appelle des fonds d'impact investing pour financer cette innovation sociale. Donc ça, c'est notre premier pari. L'innovation sociale doit être soutenue au même titre que l'innovation techno. Et puis que l'innovation, elle n'est pas uniquement parisienne. Et donc c'est pour ça que c'était important pour nous aussi de créer un incubateur ici à Lyon, en Rhône-Alpes, et puis que maintenant on a dupliqué à Grenoble, à Saint-Étienne, et puis tout récemment dans la Drôme chez Thomas. Parce que l'innovation, elle est partout, et l'énergie entrepreneuriale, elle est partout, et aussi dans les territoires ruraux et isolés. Alors, on se posait la question ensemble en discutant pour préparer cette plénière. Comment apprendre la coopération entre tous ? C'est un vrai problème ? La coopération, je pense qu'on peut en parler tous ensemble, mais c'est vraiment l'enjeu de cette année et des prochaines années. C'est que face à tous ces enjeux, on a besoin de travailler tous ensemble. On a besoin de savoir quels sont nos objectifs propres et comment est-ce qu'on peut réussir à se rassembler sur les objectifs communs. Donc nous, on travaille depuis 6 ans à la fois avec les acteurs publics, donc plutôt sur le diagnostic des besoins sociaux prioritaires, et puis à la fois avec des acteurs privés. Donc on travaille avec Sanofi, par exemple, sur comment on détecte ensemble des entrepreneurs sociaux dans le champ de la santé, ou avec des financeurs sur comment est-ce qu'on finance davantage ces entreprises sociales. Mais l'enjeu de la coopération complexe entre le public, le monde associatif et le secteur privé, pour moi, c'est le grand enjeu des prochaines années, si on veut réussir à apporter les solutions pérennes. David Layani, qu'est-ce que vous inspire le discours de Léna ? De l'audace, du sens, de l'engagement, enfin tout ce que j'aime. Lyon est en pointe en matière de ville connectée, notamment en matière de relations publiques et privées. Nous, la coopération, on la vit tous les jours. On a créé un écosystème ouvert. Par exemple, je vous invite d'ici 2024
à explorer la gare du Nord, dont on fera la plus belle et la plus connectée, enfin la gare la plus belle et la plus connectée au monde. Tout ça ne se fait pas tout seul, doit transcender complètement les frontières de son entreprise. On travaille à la transformation de grandes villes et de grands pays sur des appels d'offres en ce moment. On réunit des tas d'acteurs français pour qu'on puisse ensemble aller à la conquête de nouveaux territoires. On essaye simplement de se donner les ambitions de ces moyens sans être conceptuel. J'ai monté mon entreprise en partant de rien avec le premier salarié, le premier contrat. Mais j'ai essayé de réfléchir en marchant et je me suis dit que ça pouvait permettre de donner un peu de sens à son action tous les jours. Et donc, on met en œuvre cette coopération tous les jours qui me paraît essentielle compte tenu de la complexité des enjeux et des compétences qu'il faut associer. Il est temps maintenant de prendre des questions de la salle. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions à poser. Ben, c'est le moment. Nos invités sont là. Ils sont tout disposés à répondre à vos questions. Une première question? Alors c'est pas grave, on va continuer à discuter entre nous. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Alors je vais revenir un petit peu à notre premier invité, Mathieu Vianney. J'ai eu l'occasion, dans ma carrière télévisuelle, de faire une émission de cuisine. Donc j'ai beaucoup voyagé sur le territoire et j'ai rencontré beaucoup de chefs. J'ai été chez des très grands chefs. Et il m'a semblé, mais peut-être les choses ont-elles changé, que à l'intérieur des cuisines, la hiérarchie dont on parlait avec notre ami David Layani tout à l'heure, n'avait pas fondamentalement évolué. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet-là? On reste quand même dans une forme de fonctionnement qui est très verticale, non? Comment ça se passe chez vous? Alors, elle est verticale, mais elle n'est pas si verticale que ça, en fait. Faut imaginer une brigade en cuisine où, en fait, chacun a son rôle. Chacun est je dis toujours, chacun, en fait, est un engrenage. Ça va du plongeur au commis, chef de partie, mes seconds, et moi qui suis au bout de la ligne, souvent au micro parce que notre cuisine elle est un peu biscornue, je vois pas tout le monde donc je parle au micro. Ils ont des oreillettes hein, ou c'est... Non, parce que avec les... Il y a des petites baffles partout. Voilà, des petites baffles un peu partout, et ça a l'air comme ça très, on va dire. Voilà, c'est un peu, ça a l'air très dur, très rude. Alors on annonce, c'est oui chef, voilà. Mais en fait, dans le travail de tous les jours, bien sûr qu'on est organisé, il y a une hiérarchie, mais ça ne se fait pas comme ça. Déjà, on fait, à part, on va dire, moi et mes seconds, en dessous, il n'y a plus de hiérarchie entre les commis, les chefs de parti, tout ça. Tout le monde travaille ensemble, tout le monde fait en sorte que s'il y en a un qui est à la bourre, il lui file un coup de main. Donc c'est quand même assez... ça a bien changé. On essaye aussi, et pour moi j'ai mis un point d'honneur parce que quand j'ai commencé dans ce métier, un jour ma femme, donc j'étais au téléphone avec ma femme et je raccroche mal et elle m'entend hurler comme un charretier. Et elle m'a dit, mais c'est pas possible, tu peux pas, c'est pas toi, tu peux pas être comme ça. Et quand je me suis installé, j'ai décidé d'essayer de ne pas justement hurler. Je vous dis pas que de temps en temps, on s'énerve pas, mais ça reste plutôt assez, on essaye de toujours apaiser les ambiances. Et j'aime beaucoup toujours avoir un petit mot. Il y a toujours, vous savez, entre le moment, il y a toujours un quart d'heure avant de commencer le service où tout le monde est là, on est un peu ensemble et on aime bien toujours raconter une petite blague, faire, voilà, que ce soit toujours un moment. Que l'ambiance soit bonne. Voilà, un peu détendu pour que tout le monde soit prêt, quoi, et pas stressé. Avant de se quitter, on va refaire un petit tour de table rapide, un petit mot de conclusion de chacun. Je parlais tout à l'heure en introduction d'une forme d'intelligence à la française, de success story à la française. Pour vous, qu'est-ce qui définirait le mieux le caractère de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat à la française, David? C'est gentil de commencer par moi. Oui. Moi, je dirais que c'est l'intelligence au carrefour de l'art, de la technologie et des sciences sociales.
Je suis assez passionné par la Belle Époque. Et la Belle Époque, c'est 30 ans de paix et de prospérité qui ont vu naître de grandes innovations, justement, où on a fait rencontrer le design, l'art et la technologie qui ont permis le développement des plus belles expositions universelles. Naissance la du Tour cinéma. Eiffel, que vous adorez. Naissance du cinéma. Les bouches de métro Guimard, les colonnes Maurice, l'électricité, le chemin de fer, la voiture, enfin tout ce qu'on a pu aimer. D'ailleurs, c'est des périodes aussi qui sont propices au fourvoiement et à toutes les peurs, parce qu'on a vu ce que ça avait pu donner. Mais si on va un peu plus loin et qu'on regarde Gauthier avec l'utilisation des matières et de la technologie, Daft Punk avec la musique électronique, enfin voilà, et j'ai encore plein de grands entrepreneurs français qui m'ont inspiré. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on se donne l'ambition de nos moyens. Voilà. Vous pouvez passer le micro à Léna. Léna, c'est à vous. Moi, ça ne va pas être un scoop, mais pour moi, les entrepreneurs français, c'est des entrepreneurs engagés qui, à un moment, sont indignés par un enjeu et qui décident de transformer cette indignation en action et qui se disent... plutôt que d'être un révolutionnaire de canapé, je vais être un révolutionnaire d'entrepreneuriat et de création d'une activité sur un sujet comme la précarité, l'insertion. Et du coup, pour moi, c'est vraiment cette caractéristique-là, c'est des entrepreneurs responsables. Par exemple, il y a les dirigeants d'entreprises qui ont une forte stratégie RSE, et puis des entrepreneurs sociaux qui mettent au cœur de leur modèle la résolution d'un enjeu de société. Thomas Uriez. Moi, j'aurais du mal à le définir. Je pense, comme un peu partout dans la vie, il y a des génies, il y a des cons, il y a un peu tout dans les entrepreneurs. Après, ce que je trouve qui m'a frappé vraiment en découvrant l'entrepreneuriat par rapport au monde de l'entreprise, c'est que je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, les gens ne peuvent pas se cacher. Et donc, il y a de tout, mais il y a toujours du talent. Alors que quand on rencontre des gens dans des grandes entreprises parfois, ou même des petites, ou en politique, ou je sais pas, il y a toujours des jeux qui permettent à des incompétents d'avoir des responsabilités importantes. Et je trouve que quand on est chef d'entreprise et qu'on développe sa boîte, et ben en fait, on ne peut pas être fondamentalement incompétent ou ne pas avoir de talent. Et donc je dirais que c'est le point commun qu'il y a entre tous, quand bien même ils sont tous divers pour le meilleur et pour le pire. Alexia Laroche-Joubert. Waouh, c'est tant de belles choses dites. Non, mais alors évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par mes camarades. Il y a aussi comme une vraie curiosité. Je trouve qu'on est, on est des entrepreneurs en conquête et en conquête de nous-mêmes. Je pense qu'on est très sur l'autocritique au final. On est très sur l'écoute et je trouve qu'on a un management qui est social. Et je trouve ça passionnant. Et moi qui, un peu comme vous, je travaille beaucoup à l'international. Et donc on se trimballe comme ça à 150 de par les frontières. Et on travaille avec beaucoup de gens qui viennent de tous les continents. Et en fin de compte, on agrège des cultures à nos côtés. Et c'est notre force aussi, c'est de savoir comme ça se nourrir des autres et de les amener aussi à se repasser. Mathieu Vianney. Alors pour moi, en fait, l'entrepreneur français, c'est bien sûr, c'est un peu tout ça, mais c'est un peu comme un couteau suisse avec un grain de folie, donc un peu moins chiant, quoi. Voilà. Donc c'est parce qu'il faut avoir toutes les... on est un peu tout à la fois. Nous, c'est encore une petite structure. On est une cinquantaine, mais faut être papa, faut être DRH, faut être un peu tout. Et en même temps, faut avoir des idées, beaucoup d'idées, se remettre en question tout le temps. Donc voilà, il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Et enfin, Tanguy Berthelus. Difficile de conclure. Je ne sais pas si c'est si ce sont des caractéristiques d'entrepreneurs. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut savoir être et savoir faire. Je parlais de l'humilité. C'est, à mon avis, fondamental. De la bienveillance. Et puis, je rejoins complètement Mathieu. Il faut savoir un peu ne pas trop se prendre au sérieux, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Eh bien, moi, je conclurai en paraphrasant Henri de Castres ce matin. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et changez le monde et faites-le avec vos idées, vos envies, votre cœur et des forces réunies. Merci en tout cas à tous, c'était passionnant.